Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Alassane Ouattara, président élu, va prêter serment sur la Constitution. La cérémonie prévue ce lundi, c'est une audience publique devant les juges. La modalité de prestation introduite dans la Constitution de 2016 pour l'occasion, la loi fondamentale a de nouveaux habits. On les voit dans quelques instants. Ils ont appelé les Ivoiriens à accompagner les initiatives du gouvernement. 13 ministres et secrétaires d'État étaient face au sénateur Yamoussoukro. Ils ont présenté leur dotation budgétaire pour l'année 2021. Les membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat ont voté pour. C'est un projet qui avance. Le prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Thiébissou, réalisé à 70% avec les premières couches de bitume. Taux de réalisation des travaux constatés par la Giroute hier. L'agence de gestion des routes a effectué une visite de chantier pour apprécier l'état d'avancement. Et puis l'accord de Paris sur le climat fête ses 5 ans. Un sommet virtuel organisé destiné à relancer les efforts en matière de climat. Le secrétaire général de l'ONU a appelé le monde à déclarer l'état d'urgence climatique. Nous ne sommes toujours pas sur la bonne voie, a déclaré Antonio Guterres. Écrivaine, poète, chorégraphe et peintre, c'est une artiste pluridisciplinaire, figure importante du renouveau de l'esthétique du théâtre rituel. Elle créa le Kiyimbok pour la renaissance des arts africains, pour la naissance d'une culture panafricaine contemporaine, 5 décennies soldées par une belle notoriété internationale. Je vous parle de Eddie N'Diok Liking, Were Liking, l'éternelle reine. 50 ans de peinture et de poésie, une longévité exceptionnelle dans une pratique de l'art au pluriel, retracée dans un recueil de son début de carrière aux séries d'œuvres particulières, en passant par ces thèmes récurrents qui traversent le temps. Were Liking, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau, l'invité de la page Culture. 50 ans d'art dans la stature d'une artiste à la limite de la complétude, avec ce grand centre d'expression culturelle que vous avez créé il y a aujourd'hui 35 ans. Dites-nous comment va le village Kiyi. Mais on se maintient. Dans le contexte que l'on sait, on s'accroche. D'accord, alors Were Liking, l'éternelle reine, 50 ans de peinture et de poésie. On en saura davantage précisément dans une demi-heure, le temps pour nous de faire le tour de l'actualité. Et vous restez avec nous ce lundi 14 décembre. Alassane Ouattara, président élu à l'issue de la présidentielle d'octobre, va prêter serment sur la Constitution. Le président de la République prend ainsi l'engagement face à la nation de servir le peuple qu'il a élu dans le respect de ses nouvelles attributions. Le sens de cette déclaration solennelle avec Eman Guivet. La prestation de serment devant le Conseil constitutionnel. C'était il y a 5 ans. Nous étions en 2015 et Alassane Ouattara prenait l'engagement devant le Conseil constitutionnel et la nation ivoirienne de remplir sa fonction de chef de l'État dans l'intérêt supérieur de la nation. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Bien plus que des mots, la force d'un engagement manifeste pour tout candidat qui sort victorieux de l'élection présidentielle et qui a désormais la lourde charge de conduire les destinées de la nation, protéger les droits et libertés des citoyens, remplir consciencieusement les devoirs à sa charge, avec une phrase qui boucle la boucle. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Une forme d'épée de Damoclès qui pèse sur ce serment, comme pour rappeler aux nouveaux pensionnaires du palais présidentiel que les responsabilités liées à l'exercice de sa fonction ne seront pas sans conséquences s'il venait à faillir. La prestation de serment, définie comme une promesse avant l'accomplissement d'un acte, marque l'engagement de celui qui s'y prête à se dépouiller de ses propres intérêts pour se mettre au service de ceux qui ont porté en lui leur confiance. L'incontournable exercice, régi par la disposition de l'article 39 de la Constitution ivoirienne, est l'un des saints sacrements de la République qui consacre
la légitimité du nouveau chef de l'État. Et selon le président du Conseil constitutionnel, la prestation de serment du président de la République n'est pas une investiture, elle a une audience publique devant les juges. La modalité de prestation a été introduite dans la Constitution de 2016. Pour l'occasion, la loi fondamentale qui devient l'élément central de la cérémonie s'est vêtue de nouveaux habits. L'habillage, la mise en page, la couverture assortie d'or, un nouveau format bien pensé par des experts ivoiriens. Des détails avec Gabriel Zani. Il convient désormais d'appeler cet ouvrage la Constitution présidentielle, car sur lui sera posée la main gauche du président élu pendant que sa main droite sera levée lorsqu'il lira le serment le lundi 14 décembre. Ces nouveaux habits, la Constitution du 8 novembre 2016 les doit au Conseil constitutionnel. Voici les constitutions avec lesquelles nous travaillons habituellement. Compte tenu de l'importance de la cérémonie et du prestige même de la fonction présidentielle, il est apparu nécessaire aux yeux du Conseil constitutionnel de faire éditer une constitution à la hauteur de l'événement et qui servirait à la prestation de serment du président de la République. À tout seigneur, tout honneur donc, la prestation de serment du président de la République doit conserver son prestige et la forme de la loi fondamentale doit aller avec. Ceci est une première dans l'histoire de la prestation de serment du président de la République en Côte d'Ivoire. La prestation de serment du président de la République est intervenue en Côte d'Ivoire à partir de la constitution de la Deuxième République, c'est-à-dire la constitution du 1er août 2000. C'est cette constitution qui a indiqué qu'avant d'entrer en fonction, le président de la République élu doit prêter serment devant le Conseil constitutionnel. C'est ainsi que le président Laurent Gbagbo a prêté serment et le président Ouattara également a prêté serment. Mais cette constitution de la Deuxième République n'indiquait pas la forme de la prestation de serment du président de la République. C'est la constitution de 8 novembre 2016 qui a donné une forme à la prestation de serment du président de la République en précisant que le président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. Si l'histoire de la prestation de serment du président de la République a traversé le temps, celle de ce nouveau format de la Constitution date seulement de quelques semaines. Reproduction intégrale des textes au caractère bien gravé, originalité introduite pour faciliter la lecture, arceaux dorés, coffret cuir, couleur rouge, le tout sous forme de classeur. C'est le produit d'entreprises locales ivoiriennes. Pour le marquage de l'or, une autre expertise nationale a été sollicitée. C'est dans cet atelier de bijouterie que les nouveaux habits de la Constitution de 2016 ont été conçus. Il n'a pas été vraiment facile parce que c'est un travail de conception. Il fallait vraiment aller étape par étape, passer d'abord à la résine, une maquette en caoutchouc, après les impressions 3D, ensuite il y a eu la coulée. On a déjà procédé à un désassemblage même de ce que vous voyez là. On l'a mis en 3 morceaux pour pouvoir effectivement le nettoyer correctement et puis procéder vraiment à l'assemblage après via la soudure au laser. La mention, la Constitution réalisée au laser sur une plaque d'or. La Constitution séparée d'or. Nous ne travaillons que l'or ici. C'est fait vraiment en or pur 18 carats. Que ce soit l'armoirie, que ce soit les écritures, tout a été vraiment fait en or, quoi. Avec cet ouvrage prestigieux, la Constitution devient l'élément central de la première prestation de serment du président élu de la Troisième République. Ce sera la Constitution des présidents de la République. Sous d'autres cieux, on voit que c'est la Bible qui sert à recevoir le serment, ou bien c'est le Coran. Mais chez nous, un État laïque, nous avons décidé de faire une constitution un peu particulière qui servira à recevoir le serment du président de la République. Mais c'est exactement la même constitution que celle que tout le monde connaît et qui nous sert d'instrument de travail. D'ailleurs, même pour être sûr que c'est sur la constitution que le président de la République a prêté serment, nous avons pris la précaution de ranger à la fin le journal officiel dans lequel la Constitution a été officiellement publiée et promulguée. De telle sorte que si dans la réédition du format spécial, il manque quelque part une virgule, la présence du journal officiel compense cette lacune.
Alassane Ouattara, le président élu, lira cet écriteau spécialement conçu pour la circonstance. Il sera tenu par un huissier. Le secrétaire général du Conseil constitutionnel fera office de greffier en chef. C'est lui qui signera le procès verbal avec le président du Conseil constitutionnel de l'audience de la prestation de serment du président de la République. Il aura la charge de ranger la Constitution désormais présidentielle qui sortira chaque 5 ans pour recevoir le serment d'un nouveau président de la République. La Constitution pour la prestation de serment du président de la République n'est pas la seule à se revêtir de vêtements distingués. Cet autre format de la Constitution aussi a reçu des habits un peu moins somptueux. Ce format est réservé à tous ceux qui prêtent serment sur la Constitution, mais qui ne sont pas présidents de la République. Je vous emmène à Yamoussoukro, séance de travail au Sénat sur le budget 2021 en commission des affaires économiques et financières. Les sénateurs ont reçu au total 13 membres du gouvernement qui ont présenté leur dotation budgétaire, ce que ces parlementaires ont adopté à l'unanimité. Le point avec Kader Sogodougou. Pour cette troisième journée consacrée à l'examen du budget 2021, le balai ministériel continue au Sénat. La commission des affaires économiques et financières est à la manœuvre. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, 20 milliards 168 millions de francs CFA. Les eaux et forêts, 36 milliards. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, 157 milliards 781 millions. Pour 2021, les défis sont connus. Les Ivoiriens sont invités donc pour l'année 2021 à accompagner les efforts du gouvernement et à s'engager pour un pays propre à travers nos initiatives communautaires, à travers le changement de comportement pour inverser la tendance. Beaucoup a déjà été réalisé à cette date, beaucoup reste à faire et 2021 sera donc le point de départ pour renforcer et améliorer ce qui aura déjà été réalisé. Le ministère du Tourisme et des Loisirs, 11 milliards 254 millions. Le ministère des Sports, 111 milliards 862 millions. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, 14 milliards 814 millions. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, 12 milliards 36 millions. Le ministère de la Communication et des Médias, 32 milliards 786 millions. Le secrétariat d'État chargé du service civique, 2 milliards 580 millions. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, 595 milliards 247 millions. De belles routes en perspective. Sur ces 595 milliards, il y a la moitié qui vient du budget de l'État et la moitié qui vient des bailleurs de fonds. Donc je voudrais profiter de votre micro pour dire merci à l'ensemble des bailleurs de fonds qui accompagnent donc le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'entretien routier et de construction de routes neuves. L'adoption de notre budget qui nous permettra à son application de pouvoir compléter ou adresser tous les challenges qui concernent le secteur de la communication et des médias. Et aujourd'hui, vous le constatez, c'est un secteur qui est très dynamique, que ce soit sous l'angle de l'audiovisuel avec la floraison des différentes chaînes de la TNT qui permettent l'expression démocratique libre, désormais dans des tonalités tout à fait différentes. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, 43 milliards 815 millions. Le secrétariat d'État chargé du logement social, 21 milliards 800 millions. Et enfin, le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, 268 milliards 748 millions. Sur la période 2019-2020, ce sont déjà, à fin octobre 2020, 416 000 familles qui ont bénéficié du PEPT. Dans le cadre de ce budget 2021, nous allons poursuivre dans cette lancée et faire en sorte qu'au moins 200 000 familles par an additionnelles aient encore accès au PEPT. Veiller à ce que les populations ivoiriennes puissent avoir accès à une énergie en quantité suffisante, de qualité et à moindre coût. Depuis 2018 à aujourd'hui, nous avons déjà 500 de services civiques qui sont ouverts et nous projetons ouvrir encore 5 autres centres de services civiques pour prendre en compte les jeunes qui sont en situation de vulnérabilité et qui aujourd'hui vont bénéficier de cette seconde chance pour pouvoir intégrer la vie sociale. Ces budgets prennent en compte les salaires, les investissements, les biens et services.
Et voici un bien pour tous. Le prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Tiébissou. Les travaux réalisés à 70% avec les premières couches de bitume. l'AGEROUTE a effectué une visite de chantier pour apprécier l'état d'avancement et la qualité des équipements. La délégation s'est aussi intéressée à la voirie rénovée dans la capitale politique. Léon Brou. Prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Tiébissou. Les ouvrages d'art et les couches de fondation entièrement réalisés le long des 37 km avec par endroit la première couche de bitume. Plus de 70%, le taux global de réalisation des travaux, s'en félicite l'AGEROUTE venu s'assurer de la qualité des dits travaux et de l'aptitude de l'entreprise à tenir les nouveaux délais de livraison de l'équipement. 70% de réalisation, je pense que c'est un bon score déjà. La société, bravo, mais nous l'encourageons quand même à continuer parce que nous avons besoin de cette route. C'est vrai que nous avons eu quelques difficultés avec l'entreprise qui n'était pas outillée pour aller à la cadence souhaitée. Et avec l'appui multiforme que nous avons apporté, les différentes couches ont été mises en place avec les épaisseurs conséquentes. Donc, d'ici la fin de l'année 2021, vous aurez l'autoroute jusqu'à Boaké. Cet espoir, au regard de la place de l'autoroute dans le transport et les échanges commerciaux, mais aussi pour l'importance de l'investissement sur le tronçon Yamoussoukro-Tiébissou. Environ 80 milliards contre 33 milliards de francs CFA pour renforcer et réhabiliter la voirie urbaine de Yamoussoukro. Les 50 km de route neuve issus de cette première phase du projet ont été aussi visités. Cette année, on a réceptionné plus de 138 km de route. Au niveau de la réhabilitation, c'est également des chiffres similaires. Aujourd'hui, on a plus de 7500 km de route bitumée. En 2021, nous allons relancer tous nos chantiers pour couvrir l'ensemble du territoire, mais surtout donner les opportunités de créer des richesses dans toutes les régions. Le programme d'entretien routier va s'intensifier avec un programme orienté vers les zones de production. Cette visite de chantier, après le dernier conseil d'administration de l'AGEROUTE, au menu, budget et plan d'action 2021 avec en ligne de mire la qualité des infrastructures. Raison de cette visite d'encouragement à la première promotion des techniciens supérieurs spécialisés du Centre de formation en technique routière, une école de perfectionnement de l'AGEROUTE au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. En santé, ce samedi 12 décembre, il s'est tenu au plateau la célébration officielle de la Journée nationale des aides-soignants. Le ministère de la Santé salue le travail accompli par ces acteurs du système sanitaire, surtout en cette période de crise sanitaire marquée par la Covid-19. Une autre rencontre, la pratique du contrôle interne et du management des risques. Le ministère de l'Assainissement sensibilise les membres du cabinet et les responsables de ce département. La mise en œuvre de cet outil de gestion qu'on voit avec Grace Kando. L'implémentation du contrôle interne et du management des risques dans les services du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Un sujet au cœur d'une rencontre pour la mise en place et l'animation effective et réussie du contrôle interne, des recommandations sont faites. L'adoption des fiches de description de poste, la contractualisation intégrale et l'adoption d'un code d'éthique spécifique au ministère et sa mise en œuvre, et autant d'éléments qui vont permettre de favoriser l'atteinte des objectifs du ministère. Déjà, le ministère avait pris plusieurs dispositions pour mettre en place de bonnes pratiques qui vont faciliter justement l'exercice de ce contrôle. Nous savons que nous sommes en environnement fonction publique et que ce n'est pas toujours facile, mais maintenant le moment est de pouvoir s'engager ensemble à parfaire nos réactions, nos habitudes, nos pratiques et pouvoir rentrer de plein pied dans la modernité. L'initiative fait suite aux réformes engagées par l'État depuis 2014 dans le cadre du schéma directeur des finances publiques qui se décline en 7 axes, dont l'audit et le contrôle interne. Le contrôle interne dans l'administration publique présente 4 enjeux prioritaires que sont renforcer les dispositifs de contrôle interne et responsabiliser les gestionnaires, assurer la régularité, l'économie, l'efficacité et l'efficience des opérations des services publics, garantir la production et la publication d'une information publique de qualité à toutes les parties prenantes et enfin
professionnaliser, normaliser et harmoniser les pratiques de contrôle et d'audit internes et externes. L'inspection générale d'État a été instruite d'entreprendre la formation de tous les corps de contrôle dans l'administration publique. Une vingtaine de sociétés coopératives au cabinet de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Les représentantes de ces organisations ont témoigné à Miss Belmondo l'impact de la politique gouvernementale sur l'épanouissement des membres de leurs différentes structures. Les appuis du gouvernement ont entre autres permis aux femmes du secteur du vivrier de mettre sur le marché des produits transformés et innovants. Bientôt la maison de la femme dans chaque région. C'est un reportage de Walter Amadou Ouattara. Ces représentantes de sociétés coopératives échangent dans une ambiance bon enfant avec la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Elles sont venues de différentes régions du pays afin de faire un point de leur activité. Pour ces femmes, grâce aux appuis du gouvernement, les avancées sont notables, même si des défis restent encore à relever. L'État, à travers le secrétariat d'État, nous a permis d'avoir le fonds Covid-19. C'est pour ça que nous sommes venus dire merci. Ce n'est pas une affaire de politique. On parle de notre travail. Il faut que les femmes soient accompagnées pour la mécanisation parce qu'elles sont fatiguées dans les champs, toujours en train de manier les dabas et les machettes. Il faut qu'en 2021, l'État pense à nous aider avec des machines performantes. Pour vendre dans grande surface, il y a beaucoup de normes. Il faut que l'État nous accompagne à analyser nos produits. C'est cher. Il faut que nos produits soient certifiés. Même si l'État peut faire chaque année au moins 2 produits certifiés, ça va nous aider. Agréablement touchée par la transformation de certains produits agricoles, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes annonce la construction progressive des maisons de la femme dans chaque région de la Côte d'Ivoire. La pâte d'arachide qu'elle transforme très bien. Vous avez l'huile de palme, vous avez l'huile de piment. Donc les femmes ivoiriennes ont un génie en elles. Et tout ce que nous faisons, c'est de mettre au grand jour ces génies-là. Nous l'avons dit que si nous avons pu faire tout ce que nous avons fait, c'est grâce au président de la République. Pour nous, il serait vain d'amener nos femmes à être autonomes tout en sachant qu'elles ne savent ni lire ni écrire. Il faut amener la femme ivoirienne à apprendre à lire et écrire, amener la femme ivoirienne à comprendre la petite comptabilité. Donc la maison de la femme a en son sein une garderie qui permettra au moment de laisser les enfants en fin de vaquer aux occupations. Ensuite, pour les zones où le taux de violence basé sur les gens est élevé, nous aurons un espace où la femme battue pourrait se réfugier. Miss Belmondo exhorte également les coopératives de femmes à s'unir au sein d'une plateforme afin d'être plus fortes et efficaces. La rencontre a été marquée par une présentation des spécialités de chaque coopérative et une remise de présents. Dans l'actualité politique ce soir, Divo, l'association des cadres du Centre pour le développement, échange avec les populations baoulées vivant dans la zone forestière. Ils ont évoqué le maintien de la paix et la dynamique de développement amorcée par la Côte d'Ivoire. Amédée Kouakou a sollicité le soutien des populations en faveur du RHDP. Bama Traoré. Depuis près de 3 ans, l'association des cadres du Centre pour le développement, ACCD, parcours, villages et hameaux baoulés en zone forestière pour porter le message de paix et de stabilité. Un travail qui semble avoir porté ses fruits, selon le constat fait par la CCD. La communauté baoulée vivant en zone forestière a fait preuve de civisme lors de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Dans la région de Deré du Bizo, tout est bien passé. Il n'y a pas eu de blocus, rien. Tout le monde est allé au vote. Massivement, les parents baoulés sont sortis. Nous sommes pour la paix. Nous voulons avancer dans la paix, nous voulons perpétuer dans la paix. La manifestation tenue ce samedi dans la cour de la mairie de Divo en présence de plusieurs chefs coutumiers était donc un moment de reconnaissance. Reconnaissance de l'ACCD envers la communauté baoulée de la zone forestière pour avoir su préserver la paix et la cohésion sociale. Le ministre Amédée Kofi Kouakou et les membres de l'ACCD appellent à maintenir une telle dynamique dans la perspective des élections législatives à venir. Ce sont les représentants, la chefferie, les femmes, les jeunes de ces régions-là qui sont rassemblés ici pour dire félicitations au président de la République, pour dire merci au président de la République pour la grande confiance qu'il fait au peuple baoulé, pour dire aussi félicitations et remerciements au président de la République pour avoir su sauver la paix dans cette période critique de l'évolution de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus. Le président Alassane Ouattara est aujourd'hui président de la République. Mais le combat n'est pas terminé.
Le président ne peut exercer sa fonction que lorsqu'il a des députés. Nous devons, dans l'ensemble de nos régions, donner le pouvoir au président Alassane Ouattara en lui donnant le maximum de députés. Je peux compter sur vous. C'est ça le sens de notre rassemblement. Plus de 5000 personnes ont pris part à cette rencontre. Elles sont venues des 10 régions de la zone forestière que sont le Gor, le Lodjibois, la Nawa, le Haut-Sassandra, le Boclé, San Pedro, les Grands Ponts, le Cavali, le Guemont et le Tompi. Dans ce tour de l'actualité, on s'arrête à Touba. Le coordonnateur RHDP de la région du Bafing a rencontré les militants de cette localité. Le ministre Moussa Sanogo leur exprime la gratitude du parti après la victoire à la présidentielle. Il a parcouru les départements de Ouaninou, Touba et Koro. On en parle avec notre correspondante Eve Boué. 93,24% de taux de participation et 98,28% des suffrages en faveur du président Alassane Ouattara. C'est le score fait par le Bafing lors du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. L'heure est donc au bilan et à la reconnaissance. C'est le sens de la tournée entreprise par le ministre Moussa Sanogo, coordonnateur régional RHDP du Bafing et directeur de campagne. En compagnie de cadres et élus de la région, il a sillonné les 3 chefs-lieux du département, à savoir Ouaninou, Touba et Koro. C'est d'abord une grande satisfaction d'abord de constater que les élections se sont passées ici plutôt dans le calme, que nonobstant les diverses communautés qui peuplent la région, il y a eu une entente parfaite et que cette entente-là perdu, aussi remercier aussi les populations pour les choix qui ont été portés, les suffrages qui ont été exprimés en faveur de notre candidat, le président Alassane Ouattara. Le ministre a saisi l'occasion pour annoncer aux populations que le développement initié par le président Alassane Ouattara va s'accroître dans tous les domaines. Le Bafing, comme d'ailleurs toute la Côte d'Ivoire, doit s'attendre à une accélération de tout ce que nous avons réalisé au cours de ces dernières années. Et ça, ça veut dire davantage le renforcement de la sécurité, davantage de routes, d'écoles, de châteaux d'eau. Ça veut dire aussi que nous travaillons au développement équilibré du territoire, à avoir une administration performante. C'est vraiment tout ça qui va constituer le travail du gouvernement pour les années à venir. Les habitants du Bafing promettent maintenir le climat de paix qui a toujours prévalu dans leur localité afin de bénéficier davantage des fruits de la croissance économique. Dans le reste de l'actualité, l'accord de Paris sur le climat fête ses 5 ans. Le 12 décembre 2015, 195 pays ont adopté le premier traité international visant à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Un objectif de limiter le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés. Les signataires doivent soumettre d'ici fin 2020 une révision de leurs engagements, mais seulement une vingtaine de pays représentant moins de 5% des émissions mondiales l'ont déjà fait. Un sommet virtuel organisé destiné à relancer les efforts en matière de climat. Ouvrant la rencontre, le secrétaire général de l'ONU a appelé le monde à déclarer l'état d'urgence climatique. Nous ne sommes toujours pas sur la bonne voie, a déclaré Antonio Guterres. C'est l'heure de votre rendez-vous du samedi soir, la page culture. On commence par ce rythme urbain, le festival hip-hop Enjaillement tenu au Palais de la Culture. 8 candidats étaient en lice. TH, le Baobab, vainqueur de cette 8e édition. Issa Tionayo. Palais de la Culture de Trincheville, 8e édition du festival hip-hop Enjaillement. TH, le Baobab, sort lauréat du concours après avoir séduit le jury par sa présence scénique, la vivacité de ses textes et la puissance de ce message. L'avenir d'une nation repose sur la jeunesse. Nous devons à nos enfants une vie de paix et sans violence, être éduqués, remplis d'amour et d'affection à nos parents. J'ai mis tout dans la main de Dieu, c'était difficile. En 8e de finale, être premier, quart de finale, aller jusqu'à 8e, demi-finale, devenir 2e et puis la finale encore devenir premier. Avec ses conseils, c'est déjà bon. Initié par Nash, le festival hip-hop Enjaillement permet aux jeunes talents de montrer leur savoir-faire dans ce style musical. Selon l'initiatrice,
Le festival est une alternative pour ces jeunes de fuir l'oisiveté. Les objectifs, c'est déjà avoir une plateforme pour le hip-hop, donner de la voix aux jeunes, permettre à ces jeunes-là de s'épanouir à travers le festival et de s'exprimer. Quand les gens ne sont pas occupés, quand les jeunes ne font rien, ils sont là comme ça, ils sont obligés de faire n'importe quoi. Ils vont se donner à n'importe quoi. Donc, il faut les occuper, mais sainement. Le lauréat de cette 8e édition, en plus des 500 000 francs CFA reçus des organisateurs, bénéficiera d'un billet d'avion pour aller représenter la Côte d'Ivoire à un festival hip-hop au Mali. Grande figure de l'art africain sur notre plateau, c'est l'invité de la page culture, Wale Lee King. Rebonsoir et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir à cette page culture. C'est en 1968 que vous écrivez la première chanson et c'est en langue bassa. Et bien avant, on va le dire, la carrière commence parce que vous êtes initié à cette belle culture du Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que Wale Lee King était prédestiné à l'art? Oui, je pense. Mais c'est surtout les rencontres. Les rencontres sont très importantes dans la vie. Il y a des gens que vous rencontrez et qui voient mieux que vous-même ce dont vous êtes capable, alors même que vous n'êtes pas encore conscient. Vous avez été initié par votre grand-mère, c'était quoi? À la chanson, à la poésie, à l'écriture, c'était... Ma grand-mère était une chanteuse du mbé. Le mbé, c'est le chant des genèses. C'est chanté par les femmes. Elles chantent l'origine des événements, pas les événements eux-mêmes, mais leur cause. D'accord, alors on va continuer l'interview et ce qui a d'ailleurs valu cette belle carrière qu'on connaît. Vous avez une bibliographie très riche et la dernière œuvre qu'on va regarder tout à l'heure, c'est Wale Lee King, l'Éternelle Reine, 50 ans de peinture et de poésie. C'est Franck Quadio qui nous en parle, on regarde et on se retrouve juste après. Dans le macrocosme culturel ivoirien, son nom fait office de référence. Wale Lee King Nyepo, elle constitue à elle seule un panel d'expériences, littérature, art plastique et art du spectacle, stylisme, mais sa dernière proposition littéraire va s'attarder sur deux de ses principales inclinaisons, la poésie qu'elle débute dans les années 60 et la peinture. Un catalogue alors, Wale Lee King, l'Éternelle Reine, 50 ans de peinture et de poésie. À l'entame, son premier texte, écrit en 1968, et en épilogue, un poème « Je peux », sur la force de la volonté, écrit le 25 juin 2019. Des textes poétiques saupoudrés d'images picturales colorées et plaqués à propos sur le papier glacé. 349 pages d'aventures littéraires, mais pas de quoi s'ennuyer, tant l'artiste passe allègrement du texte à l'image sans artifice, avec toujours l'illustration juste. 50 ans de poésie et de peinture, c'est aussi des témoignages et, comme l'exige le savoir-vivre africain, des hommages et des mots de remerciement envers ceux qui ont, durant son parcours, contribué à ce partage du savoir. Le partage, justement, à la réalité, c'est le sens de la démarche de Wale à travers la trentaine de productions littéraires qui jalonnent son parcours. Elle qui, du 7 au 9 avril dernier, a été l'épicentre d'un colloque sur son activisme artistique. Wale Lee King Nyepo est membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. À la lecture de ce recueil de peinture et de poésie, on note tout de suite la quasi-présence de la femme. Pourquoi a-t-elle cette place prépondérante dans cet ouvrage? Oh, mais je suppose que c'est parce que je suis une femme. Mais ce n'est pas vraiment ça, parce qu'il y a des hommes qui consacrent leur œuvre aux femmes et des femmes qui consacrent leur œuvre aux hommes. Mais c'est juste que, mettons que je trouve que la femme a beaucoup de responsabilités. Et surtout, nous, en Afrique, les femmes africaines sont vraiment exceptionnelles et je pense qu'elles méritent qu'on se penche sur davantage les aspects de leur vie. Et pour illustrer justement ce que nous venons de dire, il y a cette image de la mère polycéphale à la page 12 avec un texte poétique. Vous parlez même de l'immortalité de la femme. Pourquoi vous avez cette tendance à la déifier? Parce que quand on a l'approche judéo-chrétienne de la divinité, je pense que
c'est un peu compliqué. Il faut penser que Dieu puisse être plutôt une femme, parce qu'il n'y a que les femmes pour avoir autant de patience et autant du don de leur propre vie à la vie en général et à la vie qu'elles portent. Est-ce qu'aujourd'hui, la condition de la femme n'a pas évolué, selon vous? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Si. Ça évolue, Dieu merci. Ça évolue. Le plus important, c'est que la femme elle-même évolue dans la manière de se percevoir. C'est le plus important pour moi. Et dans l'exercice de cet art pluriel, voilà, les Kingpin et dit le noir, une affirmation de son identité. Est-ce que cela affirme également votre engagement pour le panafricanisme? Oui, mon souhait est vraiment qu'il y ait une grande Afrique qui soit plus forte, qui soit plus viable pour sa jeunesse et pour ses créateurs. Et vous n'avez pas manqué d'évoquer, en tout cas dans cet ouvrage, toutes les crises ivoiriennes. Vous êtes allé même à chercher ses origines dans les années du miracle ivoirien, les crises de 90, 95, 99, etc. Et il y a 17 tableaux que vous avez consacrés à la situation ivoirienne. Peut-être pour dire, mesdames, messieurs, ça suffit avec les conflits en Côte d'Ivoire? Oui, je crois que c'est ça. J'ai dit que la crise ivoirienne date du moment où on a parlé de miracle ivoirien, là où ce n'était pas un miracle, c'était une conception, c'était une vision d'un homme qui a su rassembler, amener l'union, la discipline et le travail qui font partie de notre devise. Et je pense que quand on applique ces trois choses, il n'y a pas de miracle, c'est le résultat escompté, le résultat logique. Mais quand on a pensé que c'était un miracle, vous savez, le miracle, ça ne dépend pas toujours de nous. Et quand vous n'êtes pas responsable de vos échecs comme de vos succès, eh bien, le miracle il disparaît aussi comme il est venu, et après on se retrouve avec des non-valeurs. Et aujourd'hui, vous avez des solutions que vous proposez, surtout dans cet ouvrage? C'est trop de prétention. Non, j'ai un regard alternatif. J'essaye de regarder les choses sous divers angles et que ce ne soit pas seulement monolithique, la vision du monde. Je pense que nos cultures sont suffisamment riches et permettent de pouvoir regarder les choses sous divers angles. Et si on applique nos propres règles, si on respecte nos propres totems, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Et quand on s'en sort, on a la cité fantastique que vous avez évoquée dans votre ouvrage, surtout pour que les enfants grandissent dans de meilleures conditions. Mais vous avez surtout mis l'accent sur toute cette bibliographie qui est très, très riche. Ces pièces de théâtre, ces livres, ces essais, ces peintures. Comment on fait pour jouer à succès autant de cordes à son arc? Et c'est ma vocation de formatrice. C'est parce que j'ai consacré vraiment ma vie à la formation de la jeunesse. Et donc, mon système de formation veut d'abord regarder chaque individu selon son potentiel, selon ses prédispositions et selon ses engagements, selon ses passions. Donc, à partir de ce moment, il faut être capable d'accompagner ces personnes dans leur propre accomplissement. Donc, je pense que ça m'a obligée à essayer de me donner les moyens d'accompagner les jeunes qui se sont confiés à moi. Alors, il y a cette dernière question. Que retenir comme enseignement de cette longévité artistique que Wala King a? J'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui veulent avoir cette riche carrière. Ah, mais je pense que c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi, mais je reviens tout le temps à cela. Tout est dans notre... Nous avons une très belle devise, nous avons
un très bel hymne. Si on s'accroche à nos valeurs, je pense que vraiment on devrait pouvoir s'en sortir autant que possible. Merci Wale King, l'invité de la page culture, auteur du recueil L'éternelle reine, 50 ans de peinture et de poésie. Merci d'être passé sur notre page culture aujourd'hui à cette édition de 20h. C'est moi qui vous remercie. Et c'est une œuvre publiée aux éditions Tabala dans une quête poétique sur la femme, la paix, le développement que l'auteur exprime à travers ses tableaux et écrits un demi-siècle durant, 349 pages, pour que les mots et les images se rencontrent et chantent en chœur la dimension plurielle, l'intarissable Wale King. Je vous invite juste à la lecture pour que la reine reste éternelle. Wale King qui dit dans cet ouvrage que chacun s'abstienne toute cotisation aux tontines de la haine pour que fredonne ensemble la mélodie de l'amour. Dieu le voulant, on se retrouve demain. Merci.